et bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain. Que tu passes ton bac l'année prochaine en 2024 ou que tu sois un auditeur régulier de la ressourcerie, je vais vous lire cette fois Gargantua, qui est le deuxième livre de François Rabelais, qui est paru en 1534. Donc c'est un livre que j'ai obtenu sur Amazon, il me semble que je ne l'avais pas acheté, donc sur l'application Kindle. Et pour ceux qui passent le bac, ça ne sera pas forcément la même version que celle qu'on vous a demandé de lire et d'étudier pour le bac. Mais c'est une version qui est en français moderne et pas en le français de l'époque que j'aurais été bien incapable de lire. Alors, en petit résumé, Gargantua est le deuxième livre de François Rabelais et ça raconte l'histoire de Gargantua qui est le fils de Pantagruel, si je ne me trompe pas. Donc, ça a été publié sous le pseudonyme d'Alcofribas Nazier, qui est l'anagramme de François Rabelais. Oh, je pense qu'on va commencer directement, comme ça va être plus facile. Donc, on est sur un roman d'apprentissage. Voilà, plaidoyer pour une culture humaniste contre les lourdeurs d'un enseignement sorbonnard figé. Donc Sorbonnard de la Sorbonne, qui est toujours une grande école parisienne. Gargantua est aussi un roman plein de verve, d'une grande richesse lexicale et d'une écriture souvent crue. Eh bien, on va commencer à lire tout ça, ma foi. J'espère que ça va vous plaire. Comme à mon habitude, je ferai des vidéos thématiques par la suite, une fois que j'aurai bien avancé ou fini le livre. Parce que donc, ils annoncent là 6424 pages sur l'application Kindle, sur Amazon. Donc je ne me rends pas trop compte du nombre de pages papier, mais je pense qu'il ne doit pas être si épais que ça. Je vais regarder chez Babelio, des fois il y a le nombre de pages. 688 pages quand même, donc on est là pour un petit moment. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la lecture de Gargantua. Gargantua. La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composé par monsieur Alcofribas, abstracteur de quintessence, livre plein de pantagruélisme. Ô lecteur, amis lecteurs qui ce livre lisez, dépouillez-vous de toute affection, et, le lisant, ne vous scandalisez, il ne contient mal ni infection. Vrai est qu'ici peu de perfection vous apprendrez, sinon en cas de rire, autre argument ne peut mon cœur élire, voyant le deuil qui vous mine et consomme. Mieux est de rire que de larmes écrire, parce que rire est le propre de l'homme. Vivez joyeux. Prologue de l'auteur. Buveur très illustre, et vous, vérolés très précieux, car c'est à vous et non à d'autres que sont dédiés mes écrits, Alcibiade, dans le dialogue de Platon intitulé Le banquet, louant son précepteur Socrate, sans controverse le prince des philosophes, entre autres paroles, dit que Socrate est semblable aux silènes. Les silènes étaient jadis des petites boîtes, comme nous en voyons à présent dans les boutiques des apothicaires, peintes sur le dessus de figures joyeuses et frivoles, comme des harpies, des satyres, des oiseaux enrubanés, des lièvres cornus, des canes battées, des boucs volants, des cerfs attelés, et autres peintures difformes à plaisir pour inviter le monde à rire. Tel fut Silène, maître du bon Bacchus. Mais à l'intérieur de ces boîtes, l'on gardait de fines drogues comme le baume, l'ambre gris, la maumon, le musc, la civette, et des pierreries et autres choses précieuses. Alcibiade disait que Socrate était comme cette Silène, parce que, le voyant et l'estimant par son apparence extérieure, on n'en aurait pas donné une pelure d'oignon, tellement il était laid de corps et ridicule dans son maintien, le nez pointu, le regard d'un taureau,
le visage d'un fou, demeure simple, rustique dans ses vêtements, sans fortune, malheureux avec les femmes, inapte à tous les offices de la République, toujours riant, acceptant toujours de boire avec chacun, toujours se moquant, toujours dissimulant son divin savoir. Mais en ouvrant cette boîte, vous trouviez au-dedans une drogue céleste et inappréciable, une intelligence plus qu'humaine, une vertu merveilleuse, un courage invincible, une sobriété sans pareille, un contentement certain, une assurance parfaite, un détachement incroyable de tout ce pourquoi les humains veillent tant, courent, travaillent, naviguent et bataillent. À quel propos, à votre avis, tendent ce prélude et ce coup d'essai ? Pour autant que vous, mes bons disciples, et quelques autres fous de loisirs, lisant les titres plaisants de certains livres de notre invention, comme Gargantua, Pantagruel, Fesses peintes, La dignité des braguettes, Des pois au lard avec commentaires, etc., vous en concluez trop facilement qu'on ne trouve dedans que moquerie, folâterie et mensonges joyeux, car l'enseigne extérieure, c'est le titre, sans plus avant réfléchir, est habituellement prise en dérision et en réjouissance. Mais il ne convient pas d'estimer les œuvres des humains avec une telle légèreté. Car vous-même dites que l'habit ne fait pas le moine, et tel est vêtu d'un habit monacal qui, au-dedans, n'est rien moins que moine, et tel est vêtu d'une cape à l'espagnole, qui a un courage qui n'est nullement espagnol. C'est pourquoi il faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui y est écrit. Alors, vous saurez que la drogue contenue dedans est d'une valeur bien autre que ce que promettait la boîte, c'est-à-dire que les matières ici traitées ne sont pas aussi folâtres que le titre le prétendait. Et imaginez qu'à la première lecture, vous trouviez une matière assez joyeuse et correspondant bien au titre, toutefois, il ne faut pas en rester là, comme avec le chant des sirènes, mais il faut interpréter avec un sens plus élevé ce que peut-être vous pensiez être dit de gaieté de cœur. N'avez-vous jamais crocheté de bouteille ? Nom d'un chien ! Rappelez-vous la contenance que vous aviez. Et n'avez-vous jamais vu un chien trouvant un os à moelle ? C'est, comme dit Platon, livre 2 de la République, la bête au monde la plus philosophe. Si vous l'avez vu, vous avez pu noter avec quelle dévotion il le guette, avec quel soin il le garde, avec quelle ferveur il le tient, avec quelle prudence il l'entame, avec quelle affection il le brise, avec quelle diligence il le suce. Qu'est-ce qui le pousse à faire ainsi ? Quel est l'espoir de son étude ? Quel bien en attend-il ? Rien de plus qu'un peu de moelle. Mais il est vrai que ce peu est plus délicieux que beaucoup de toute autre chose, parce que la moelle est un aliment élaboré par la nature à la perfection, comme le dit Galien dans 3, des facultés naturelles et 11, de l'utilité des parties du corps humain. À son exemple, il vous convient d'être sage pour flairer, sentir et estimer ces beaux livres si excellents, d'être léger à la poursuite et hardi à la rencontre. Puis, par une curieuse leçon et une méditation fréquente, vous pourrez rompre l'os et sucer la substantifique moelle, c'est-à-dire, comme je l'entends par ces symboles pythagoriques, avec l'espoir certain d'être adroit et attentif pour cette lecture. Car en celle-ci, vous trouverez un bien autre goût et une doctrine plus obscure qui vous révélera de très hauts sacrements et des mystères horrifiques, tant en ce qui concerne notre religion que l'état politique et la vie économique. Croyez-vous de bonne foi que jamais Homère, écrivant l'Iliade et l'Odyssée, n'ait pensé que ces allégories allaient être démêlées par Plutarque, Héraclide, Dupont, Eustathie, Fornut et que Policien allait copier ces derniers ? Si vous le croyez, vous ne vous approchez ni des pieds ni des mains de mon opinion, car je suis sûre qu'Homère avait aussi peu songé à cela qu'Ovide, dans ses Métamorphoses, n'avait imaginé les choses sacrées de l'Évangile, ce qu'un frère Lubin, un vrai croque-lardon, s'est efforcé de démontrer au cas où, par hasard, il rencontrerait des gens aussi fous que lui, et, comme dit le proverbe, un couvercle digne du chaudron. Si vous ne le croyez pas, pour quelle raison n'en feriez-vous pas autant de ces joyeuses et nouvelles chroniques ? Combien, en les dictant, je n'y pense pas plus que vous, qui peut-être buvez comme moi.
car à la composition de ce livre seigneurial, je n'ai jamais perdu ni employé d'autre moment que celui qui est réservé à prendre mes repas, c'est-à-dire en buvant et en mangeant. C'est d'ailleurs le bon moment pour écrire sur ces hautes matières et ces sciences profondes, comme Homère, modèle de tous les philologues, savait bien le faire, et comme Ennius, père des poètes latins, ainsi qu'en témoigne Horace, quoiqu'un malotru ait dit que ses écrits sentaient plus le vin que l'huile. Je sais qu'un turlupin en dit autant de mes livres, mais merde à lui. L'odeur du vin, ô combien est-elle plus appétissante, plus plaisante, plus céleste et plus délicieuse que celle de l'huile. Et je trouverais plus de gloire à ce qu'on dise de moi, que j'ai dépensé plus pour le vin que pour l'huile, contrairement à Démosthène, de qui l'on disait qu'il dépensait plus en huile qu'en vin. Pour moi, il n'y a qu'honneur et gloire à être dit et réputé bon garçon et bon compagnon, et à ce titre, je suis le bienvenu dans toutes les bonnes compagnies de pantagruélistes. Un esprit chagrin a reproché à Démosthène que ses oraisons sentaient comme la serpillière d'un fabricant d'huile sale et ordurier. Pourtant, interprétez tous mes faits et mes paroles en très bonne part. Ayez en révérence le cerveau fermenté qui vous repaît de ces belles billevesées, et puissiez-vous me regarder comme étant toujours joyeux. Alors, réjouissez-vous, mes amours, et gaiement, lisez le reste, le corps tout à l'aise pour le bien des reins. Mais écoutez, vie d'âne, que le Molubec vous trousque, pensez à boire à ma santé, et je vous rendrai l'appareil. Chapitre 1er. De la généalogie et de l'antiquité de Gargantua. Je vous renvoie à la grande chronique pantagruéline pour connaître la généalogie et l'antiquité d'où nous est venu Gargantua. En celle-ci, vous trouverez plus en détail comment les géants naquirent en ce monde et comment de ceux-ci, par ligne directe, naquit Gargantua, père de Pantagruel. Ne vous fâchez pas si à présent je n'y reviens pas, bien que la chose soit telle que plus elle est répétée, plus elle plaît à vos seigneuries, ce que j'affirme sous l'autorité de Platon, dans les dialogues de Philèbe et de Gorgias et d'Horace, dans l'art poétique, qui disent que certains propos, tels que ceux-ci sans doute, sont plus délectables quand on les redit plus souvent. Plût à Dieu que chacun connaisse aussi certainement sa généalogie, depuis l'arche de Noé jusqu'à maintenant. Je pense que plusieurs qui sont aujourd'hui empereurs, rois, ducs, princes et papes sur la terre sont descendus de quelques porteurs de rogatons et de fagots, alors qu'au contraire, plusieurs sont des gueux de l'hospice, souffreteux et misérables, qui sont descendus du sang et de la lignée des grands rois et d'empereurs, attendu l'étonnante transmission des règnes et des empires. Des Assyriens aux Mèdes, des Mèdes aux Perses, des Perses aux Macédoniens, des Macédoniens aux Romains, des Romains aux Grecs, des Grecs aux Français. Et pour vous parler de moi, je pense que je suis descendu de quelques riches rois ou de quelques princes du temps jadis, car jamais vous n'avez vu un homme qui ait une plus grande envie d'être roi et d'être riche que moi, afin de pouvoir faire grande chère, de ne pas travailler, de ne pas avoir de soucis, et de bien enrichir mes amis et tous les gens de bien et de savoir. Mais je me réconforte à l'idée qu'en l'autre monde je le serai, et même plus grand roi qu'à présent je n'oserais le souhaiter. Vous, réconfortez votre malheur avec une telle ou une meilleure pensée, et buvez frais si vous le pouvez. Mais revenons à nos moutons. Je vous disais que, par un don souverain des cieux, il nous a été permis de connaître l'ancienneté et la généalogie de Gargantua plus complètement qu'aucune autre, excepté celle du Messie, dont je ne parle pas, car ce n'est pas mon affaire, d'autant que les diables, ce sont les calomniateurs et les cafards, s'y opposent. Car il fut trouvé par Jean Odo dans un pré qu'il avait près de l'Arcegallo, au-dessus de l'Olive, près de Narcey, un grand tombeau de bronze. Alors qu'il faisait curer les fossés, les terrassiers le touchèrent avec leurs pelles. Il était long, outre mesure. Jamais ils n'en trouvèrent le bout, car il entrait trop avant dans les écluses de la Vienne. En ouvrant ce tombeau, en un certain endroit identifié au-dessus d'un gobelet autour duquel était écrit en lettres étrusques « Ici, l'on boit », ils trouvèrent 9 flacons placés comme on dispose des quilles en Gascogne, et celui qui était au milieu recouvrait un livret, gros,
gras, grand, grain, gris, joli, petit, moisi, sentant plus fort, mais pas mieux que les roses. Dedans se trouvait la généalogie de Gargantua, écrite en lettres de chancellerie, non pas sur du papier, ni sur du parchemin, ni sur de la cire, mais sur de l'écorce d'ormeau. Toutefois, les lettres étaient tellement effacées par le temps qu'on pouvait à peine en reconnaître 3 de suite. Je fus appelé, bien qu'en étant indigne, et à grand renfort de besicles, pratiquant l'art de lire les lettres non apparentes, comme l'enseigne Aristote, j'ai traduit ce livret, ainsi que vous pourrez le voir en pantagruélisant, c'est-à-dire en buvant à votre gré et en lisant les gestes horrifiques de Pantagruel. À la fin du livre était un petit traité intitulé « Les fanfreluches antidotées ». Les rats et les blattes, ou, pour ne pas mentir, d'autres bêtes malignes, avaient brouté le début. Le reste, je l'ai ajouté ci-dessous, en révérence à l'Antiquité. Chapitre 2. Les fanfreluches antidotées trouvées dans un monument antique. Est venu le grand dompteur des Cimbres, faisant par l'air de peur de la rosée. Sa venue, on a rempli les timbres, ce beurre frais tombant par une housée. Auquel, quand fut la grand-mère arrosée, cria tout haut « Erre, par grâce, pêche-le !» Car sa barbe est presque tout embousée, ou pour le moins, tenait-lui une échelle. Certains disaient que lécher sa pantoufle était meilleur que gagner les pardons. Mais il survint un affecté maroufle, sorti du creux où l'on pêche au gardon, qui dit « Messieurs, pour Dieu nous en gardons, l'anguille y est, et en cet état mus, où là trouverez, si de près regardons, une grande tare au fond de son omus. » Quand fut au point de lire le chapitre, on n'y trouva que les cornes d'un veau. « Je, disait-il, sens le fond de ma mitre, si froid qu'autour me morfond le cerveau. » On les chauffa d'un parfum de navot, et fut content de soi tenir dans l'âtre, pourvu qu'on fît un limonier nouveau à tant de gens qui sont acariâtres. Leur propos fut du trou de Saint-Patrice, de Gibraltar et de 1000 autres trous. On les pourrait réduire à cicatrices par tel moyen que plus n'eussent l'atout. Vu qu'il semblait impertinent à tous les voir ainsi à chaque vent bêlé, si d'aventure ils étaient à point clou, on les pourrait pour otages bailler. En cet arrêt, le corbeau fut pelé par Hercule qui venait de Libye. « Quoi » dit Minos. « Que n'y suis-je appelé ? Excepté moi, tout le monde en convie. Et puis, l'on veut que passe mon envie à les fournir d'huîtres et de grenouilles. Je donne au diable au cas où, de ma vie, prennent à merci leur vente de quenouilles. » Pour les matères survint Cubé qui clope, au sauf-conduit des mixtes sansonnés. Le tamiseur, cousin du grand cyclope, les massacra, chacun mouche son nez. En ce guéret, peu de bougres sont nés, qu'on est berné sur le moulin à temps. Courez-y tous et à l'arme sonnez, plus y aurait que n'y eût en temps. Bien peu après, l'oiseau de Jupiter délibéra parier pour le pire, mais les voyant tant fort se dépiter, craignit qu'on mirât Juba l'empire. Et mieux aima le feu du ciel empire, au tronc ravir où l'on vend les saurées, que air serein contre qui l'on conspire, assujettir au dit des massorés. Le tout conclu fut à pointe affilée, malgré hâter la cuisse héronnière, qui là s'assit, voyant Pentésilée, sur ses vieux ans prises pour cressonnière. Chacun criait « Vilaine charbonnière, t'appartient-il, toi, trouvé par chemin, tu l'as tolu la romaine bannière qu'on avait fait au trait du parchemin. Ne fut Junon que dessous l'arc céleste, avec son duc tendait à la piper, on lui eût fait un tour si très moleste que de tout point elle eût été fripée. L'accord fut tel que de cette lipée, elle en aurait 2 œufs de Proserpine, et si jamais elle y était grippée, on la lirait au mont de l'Albespine. 7 mois après, ôtez-en 20 et 2, Sylle, qui jadis annihila Carthage, courtoisement se mit au milieu d'eux, les requérant d'avoir son héritage, ou bien confie justement le partage, selon la loi que l'on tire au rivet, distribue un tatin du potage à ces faquins qui firent le brevet. Mais elle en viendra, signée d'un arc turquois, de 5 fuseaux et 3 culs de marmite, lequel, le dos d'un roi trop peu courtois, poivré sera sous un habit d'ermite. Oh, la pitié pour une chatte-mythe! Laisserez-vous engouffrer tant d'arpents?
Cessez, cessez ce masque nul n'imite, retirez-vous aux frères des serpents. 7 ans passés, s'il qui est régnera, paisiblement avec ses bons amis, ni brusque ni smash, lorsque nous dominera, tout bon vouloir aura son compromis. Et le plaisir qui jadis fut promis, des gens du ciel viendra en son beffroi, lors les haras qui étaient étomis, triompheront en royal palefroi. Et durera ce temps de passe-passe, jusqu'à temps que Mars ait les empas. Puis en viendra un qui tous autres passe, délicieux, plaisant, beau sans compas. Levez vos cœurs, tendez à ce repas tous mes féaux, car tel est trépassé, qui pour tout bien ne retournerait pas, tant sera l'or clamé le temps passé. Finalement, celui qui fut de cire sera logé au gond du jacquemart, plus ne sera réclamé « Sire, sire !» le brimbaleur qui tient le coquemard. Qui pourrait saisir son braquemard. Seraient tout net les tintouins cabus, et on pourrait, à fil de poulemard, tout bafouer le magasin d'abus. Chapitre 3. Comment Gargantua fut porté 11 mois au ventre de sa mère. Grand Gousier était un bon paillard en son temps, aimant à boire net autant qu'homme qui fut alors au monde, et il mangeait volontiers salé. Pour cela, il avait régulièrement de bonnes munitions de jambon de Mayence et de Bayonne, force langue de bœuf fumé, abondance d'andouilles pendant la saison, et du bœuf salé à la moutarde, un renfort de boutargue, provision de saucisses, non de Bologne, car il craignait les bouchers de Lombard, mais de Bigorre, de Longolnay, de la Brenne et du Rouergue. En son âge adulte, il épousa Gargamelle, fille du roi des Parpaillos, belle garce et de bonne trogne, et eux deux, ils faisaient souvent ensemble la bête à deux dos, joyeusement, se frottant le lard si bien qu'elle devint enceinte d'un beau garçon qu'elle porta jusqu'au 11e mois. Car les femmes peuvent attendre leur enfant autant et même davantage, surtout quand ce doit être un chef-d'œuvre et un personnage qui doit faire plus tard de grandes prouesses. C'est ce que dit Homère, que l'enfant de la nymphe que Neptune engrossa naquit 1 an après. Ce fut le 12e mois. Car, comme le dit Olugel, Nuatique 3,16, ce temps plus long convenait à la majesté de Neptune, afin que cet enfant fût formé à la perfection. Pour la même raison, Jupiter fit durer 48 heures la nuit où il coucha avec Alcmène, car en moins de temps, il n'aurait pas pu forger Hercule, qui nettoya le monde des monstres et des tyrans. Messieurs, les anciens pentagruélistes ont confirmé ce que je dis et ont déclaré non seulement possible, mais aussi légitime, l'enfant né d'une femme le 11e mois après la mort de son mari. Hippocrate dans De l'aliment, Pline, livre 7, 5, Plaute dans la Cassette, Marcus Varron dans la satire intitulée Le Testament, où il allègue l'autorité d'Aristote à ce propos. Sansorin dans Du jour natal, Aristote, livre 7, 3 et 4, Histoire des animaux, Gélius, livre 3, 16, Servius, exposant ce vers de Virgile, Matri, Longa, Decem, etc. Et 1000 autres fous dont le nombre a été accru par les légistes, dans De Suis et Legit, El Intestato, et dans Autant de Restitut et ea Ceparit in undicemo mense. Beaucoup en ont barbouillé leur loi de croque-lardon. Gallus, dans De Lib et Post et El Septimodan de Stat Homi, et quelques autres, que pour le moment je n'ose pas citer. Avec ces lois, les femmes veuves peuvent franchement jouer du cerf-croupière à qui mieux sans crainte pendant les 2 mois après le trépas de leur mari. Je vous prie de grâce, vous autres, mes bons amis, si vous en trouvez qui méritent qu'on ouvre sa braguette, montez dessus ou amenez-les-moi. Car si, au 3e mois, elles tombent enceintes, leur fruit sera l'héritier du défunt. La grossesse connue, elles peuvent continuer hardiment et voguent la galère puisque la pensée est pleine. C'est ce que faisait Julie, fille de l'empereur Octavien, qui ne s'abandonnait à ses joueurs de tambour que quand elle se sentait enceinte, comme le navire qui ne reçoit son pilote, qu'après qu'il soit calfaté et chargé. Et si quelqu'un les blâme de se faire rataconiculer, ainsi que par-dessus leur grossesse, vu que les bêtes, une fois prises, ne supportent jamais le mal en rut,
elles répondront que ce sont des bêtes et qu'elles sont des femmes, prenant bien en compte les beaux et joyeux petits droits que l'on a à se tenir debout, comme jadis, répondit Populi, selon ce qu'a écrit Macrobe, Saturnale, livre 2. Si le diable ne veut pas qu'elle tombe enceinte, il faudra boucher le trou du tonneau, et bouche close. Chapitre 4. Comment Gargamelle, étant enceinte de Gargantua, mangea une grande quantité de tripes. L'occasion et la manière avec laquelle Gargamelle enfanta Gargantua fut telle que je le décris. Et si vous ne le croyez pas, que la colique vous vienne. La colique lui était venue un après-midi, le 3e jour de février, pour avoir trop mangé de godebillot. Les godebillots sont des tripes grasses de coireaux. Les coireaux sont des bœufs engraissés à l'étable et dans des prés guimauds. Les prés guimauds sont ceux où pousse l'herbe 2 fois l'an. De ces bœufs gras, on en avait tué 367 014 pour être salés à Mardi Gras, afin qu'au printemps, il y ait du bœuf de saison largement pour, au commencement des repas, avoir des salaisons à hors d'œuvre pour mieux apprécier le vin. Les tripes furent copieuses, comme vous vous en doutez, et elles étaient si savoureuses que chacun s'en léchait les doigts. Mais la grande diablerie à 4 personnages était bien qu'il n'était pas possible de les conserver longuement, car elles auraient pourri, ce qui semblait indécent. Donc, il fut décidé qu'ils les baffreraient sans rien en laisser perdre. Pour ce faire, ils convièrent tous les habitants de Ciney, de Seuilly, de La Roche-Clermault, de Vaugauderie, sans laisser en arrière le Coudray Montpensier, le Gué de Vède et autres voisins, tous bons buveurs, bons compagnons et beaux joueurs de quilles là. Le bonhomme Grangousier y prenait un plaisir bien grand et commandait que ce fût toujours servi abondamment. Il demandait toutefois à sa femme qu'elle en mange moins, vu qu'elle approchait de son terme et que cette tripaille n'était pas une viande vraiment recommandée. « Celui, disait-il, qui a une grande envie de mâcher de la merde, que des tripes, il en mange un sac. » Sans tenir compte de ses remontrances, elle en mangea 16 cuves, 2 tonneaux et 6 pots. Oh, quelle belle matière fécale devait se développer en elle. Après dîner, tous allèrent bras dessus, bras dessous à la Saulçay. Et là, sur l'herbe de rue, ils dansèrent au son joyeux des flageolets et des douces cornemuses si allègrement que c'était un passe-temps céleste de les voir ainsi s'amuser. Chapitre 5. Les propos des gros buveurs. Puis ils décidèrent de faire une collation dans ce même lieu. Aussitôt, flacon d'allée, jambon de trotté, gobelet de volée, broc de teinté. Tire le vin, serre-moi, reviens, mélange le vin. Apporte-moi du vin sans eau, mon ami. Vide-moi ce verre gentiment. Serre-moi du clairet, le verre pleurant. Trêve de soif. Ah, fausse fièvre, ne t'en iras-tu pas? Par ma foi, ma commère, je ne peux pas me mettre à boire. Vous avez pris foi, mon ami? Peut-être. Ventre cinquené, nous parlons de boire. Je ne bois qu'à mes heures, comme la mule du pape. Je ne bois qu'avec mon bréviaire, comme un vrai père supérieur. Qu'est-ce qui arrive en premier? Avoir soif ou boire? La soif, car on pouvait boire sans soif au temps de l'innocence. Boire, car la privation présuppose l'usage. Je suis claire. À qui les coupes inspiratrices n'ont-elles pas donné de l'éloquence? Horace 1, 5. Nous autres innocents ne buvons que trop sans soif. Et moi, pécheur, je ne suis jamais sans soif, et si elle n'est pas présente, elle sera là dans le futur. Je l'anticipe, vous comprenez. Je bois pour la soif à venir, je bois éternellement. C'est pour moi l'éternité de boire, et je bois de toute éternité. Chantons, buvons, entonnons un motet. Entonnons? Où est mon entonnoir? Quoi? Je ne bois que par procuration? Vous mouillez-vous pour sécher ou vous séchez-vous pour pouvoir vous mouiller? Je n'entends pas la théorique. De la pratique, je m'aide quelque peu. Dépêche-toi! Je mouille, j'humecte, je bois, et tout ça de peur de mourir. Buvez toujours, vous ne mourrez jamais. Si je ne bois pas, je suis tout sec, me voilà mort. Mon âme s'enfuira dans quelque lieu marécageux. Jamais l'âme n'habite au sec. Sommelier, ô créateur de nouvelles formes, transformez-moi d'homme qui ne boit pas en homme qui boit. Pérennité de l'arrosement par ses boyaux secs et nerveux. Pour rien ne boit celui qui ne s'en ressent pas. Ce vin entre dans les veines, la pissotière n'aura rien. Je laverai volontiers les tripes de ce veau que j'ai ce matin habillé.
J'ai bien lesté mon estomac. Si le papier de mes créances buvait aussi bien que je le fais, mes créditeurs y trouveraient bien du vin quand on en viendrait à produire les titres. Cette main vous gâte le nez. Oh, combien d'autres y entreront avant que celui-ci ne sorte. Boire à un si petit guet, c'est risquer de se rompre son poitrail. Ceci s'appelle la pipée au flacon. Quelle différence y a-t-il entre une bouteille et un flacon? Une grande, car la bouteille est fermée avec un bouchon et le flacon à vis. Des belles. Nos pères burent bien et vidèrent les pots. C'est bien assez chanté, buvons. Ne voulez-vous rien envoyer à la rivière? Ce verre-là va laver les tripes. Je ne bois pas plus qu'une éponge. Je bois comme un templier. Et je bois comme un fiancé. Et moi comme la terre asséchée. Donnez-moi un synonyme de jambon. C'est une obligation de boire. C'est un poulain. Avec le poulain, on descend le vin à la cave. Avec le jambon, il descend dans l'estomac. Oh là, à boire, à boire. Il n'y en a pas assez. Respectez la personne. Mettez-en pour deux. Si je m'élevais aussi bien que je descends les verres, je serais depuis longtemps bien haut en l'air. Ainsi, Jacques Cœur se fit riche. Ainsi, Profite-Bois en friche. Ainsi, Bacchus conquit l'Inde. Ainsi, Philosophie met l'Inde. Petite pluie abat grand vent, longue beuverie rompe le tonnerre. Mais, si ma couille pissait une telle urine, voudriez-vous bien la sucer? Je la retiens. Page, apporte, je m'inscris pour être servi à mon tour. Guillot. Encore y en a-t-il un pot. Je fais appel de ma condamnation à la soif comme un abus. Page, relève mon appel dans les formes. Juste ce petit reste. Je saoulais jadis boire tout, maintenant je ne laisse rien. Ne nous hâtons pas et ramassons bien tout. Voici des tripes comme entrée et des gots de billot de renfort de ce bœuf fauve à raie noire. Oh, pardieu, étrions-le à fond. Buvez ou je vous... Non, non, buvez, je vous prie. Les passereaux ne mangent que si on leur tape sur la queue. Je ne bois que si l'on me flatte. Compagnons, à boire. Il n'y a pas de terrier dans tout mon corps où ce vin ne déloge pas la soif. Ce vin-ci me fouette bien la soif. Celui-ci me la bannira complètement. Sonnons au bruit des flacons et des bouteilles, que quiconque aura perdu la soif ne vienne pas la chercher ici. De grands clistères de boissons l'ont fait sortir hors de son logement. Le grand Dieu fit les planètes et nous faisons les plats nets. J'ai la parole de Dieu en bouche, j'ai soif. L'absorption de l'amiante n'est pas plus inextinguible que la soif du Père supérieur. L'appétit vient en mangeant, disait Jérôme en gastommant. La soif s'en va en buvant. Y a-t-il un remède contre la soif? Le remède est contraire à celui contre la morsure des chiens. Courez toujours après le chien, jamais il ne vous mordra. Buvez toujours avant la soif, et jamais elle ne vous tiendra. Je vous surprends à dormir, je vous réveille. Sommelier éternel, empêche-nous de dormir. Argus avait 100 yeux pour voir. Il nous faut 100 mains à un sommelier, comme Briaré, pour verser infatigablement. Mouillons, allons, il fait bon sécher. Du blanc, verse tout, verse, que diable, verse par ici tout plein, la langue me pèle. Camarade, donne-moi à boire. À toi, compagnon, de bon cœur. Là, c'est bas frais cela. Oh, la Chrisma Christi. Ça vient de la Devinière, c'est du vin Pinot. Oh, le gentil vin blanc. Et par mon âme, c'est du vin aussi doux que du taffetas. C'est du vin à une oreille, bien drapé de bonne laine. Mon compagnon, courage. Pour ce jeu, nous ne serons pas perdants, car j'ai fait une levée. Ex hoc, in hoc. Il n'y a pas d'enchantement. Chacun de vous l'a vu. À ce jeu, je suis le maître passé. Je suis le prêtre massé. Oh, les buveurs! Oh, les altérés! Page, mon ami, emplis mon verre et couronne-le, je te prie. À la cardinale!
La nature a horreur du vide. Ne pourrait-on pas dire qu'une mouche y a bu? Buvons à la mode de Bretagne, buvons tout net ce vin. Avalez, ce sont des herbes médicinales. Chapitre 6. Comment Gargantua naquit d'une façon bien étrange. Alors qu'on tenait ces menus propos de buveur, Gargamel commença à se sentir mal. Alors, Grangousier se leva dans l'herbe et la réconforta honnêtement, pensant que ce fut le mal d'enfant, et lui disant qu'elle s'allonge dans l'herbe sous les saules et que rapidement elle se sentirait mieux. Parce qu'il lui fallait prendre à nouveau du courage pour l'avènement de son poupon. Et encore que la douleur lui fût quelque peu désagréable, elle serait brève, et la joie qui succéderait lui ôterait tout cet ennui, de sorte qu'il ne lui en resterait que le souvenir. « Ayez le courage d'une brebis, disait-il, et libérez-vous de cet enfant, et bientôt nous en ferons un autre. »« Ah, dit-elle, vous en parlez bien à votre aise, vous autres les hommes. Enfin, par Dieu, je m'y efforcerai puisque vous le voulez, mais plût à Dieu que vous le vous soyez coupé. »« Quoi ?» dit Grangousier. « Ah !» dit-elle, « que vous êtes drôle, vous comprenez bien. »« Mon membre ?» dit-il, « par le sang des chèvres. Si bon vous semble, faites apporter un couteau. »« Ah !» dit-elle, « qu'à Dieu ne plaise, Dieu me le pardonne. Je ne le dis pas sincèrement, et sur ma parole, n'en faites rien. Mais j'aurai beaucoup à faire aujourd'hui, si Dieu ne m'aide. Et par la faute de votre membre, soyez-en bien aise. »« Courage, courage, dit-il. Ne vous souciez pas du reste et laissez faire la nature. Je m'en vais boire encore quelques bons coups. Si pendant ce temps il vous survenait quelque mal, je me tiendrai prêt. Criez bien fort, je reviendrai vers vous. » Peu de temps après, elle commença à soupirer, à se lamenter et à crier. Alors vinrent des tas de sages-femmes de tous les côtés. Et la tâtant par le bas, elles trouvèrent quelques morceaux de peau d'assez mauvais goût, et elles pensaient que ce fut l'enfant. Mais c'était la colique qui lui échappait par le relâchement de l'intestin droit, lequel vous appelez le boyau culier, pour avoir trop mangé de tripes, comme nous l'avons déclaré ci-dessus. Aussi, une vieille décatie de la compagnie, laquelle avait la réputation d'être grand médecin et qui était venue de Brisepaille, près de Saint-Genoux, il y a 60 ans, lui fit prendre un remède astringent si horrible que les membranes du vagin furent tellement bouchées et resserrées qu'à grand-peine, avec les dents, vous auriez pu l'élargir, ce qui est une chose bien horrible à penser. De même que le diable à la messe, que disait saint Martin, pour transcrire le caquetage de deux galantes, avait dû allonger son parchemin à belles dents. Suite à cet inconvénient, les cotylédons de la matrice furent relâchés vers le haut, ce qui fit sursauter l'enfant, qui entra dans la veine cave, et escaladant le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, où cette veine se partage en deux, il alla à gauche et sortit par l'oreille gauche. Dès qu'il fut né, il ne cria pas comme les autres enfants, « ouin, ouin !» mais il s'écriait à haute voix, « À boire, à boire, à boire !» comme s'il invitait tout le monde à boire, si fort qu'il fut entendu de tout le pays de Beauce et du Vivarais. Je me doute bien que vous ne croyez certainement pas à cette étrange naissance. Que vous ne le croyez pas, je ne m'en soucie pas, mais un homme de bien, un homme de bon sens, doit toujours croire ce qu'on lui dit et ce qu'il trouve par écrit. Est-ce contre notre loi, contre notre foi, contre raison, contre la Sainte Écriture? De ma part, je ne trouve rien écrit dans la Sainte Bible qui soit contre cela. Mais si la volonté de Dieu avait été telle, diriez-vous qu'il n'aurait pas pu le faire? Ah, de grâce, n'emberlificotez jamais votre esprit avec ces vaines pensées, car je vous dis qu'à Dieu rien n'est impossible. Et s'il le voulait, les femmes auraient dorénavant leurs enfants par l'oreille. Bacchus ne fut-il pas engendré par la cuisse de Jupiter? Roc Taillade ne naquit-il pas du talon de sa mère? Croque-mouche de la pantoufle de sa nourrice? Minerve ne naquit-elle pas du cerveau de Jupiter en passant par l'oreille? Adonis de l'écorce d'un arbre à myrrhe? Castor et Pollux de la coque d'un œuf pondu et couvé par Léda? Mais vous seriez bien davantage ébahis et étonnés si je vous exposais maintenant tout le chapitre de Pline qui parle des enfantements étranges et contre nature. Et toutefois, je ne suis pas un menteur aussi assuré que lui. Lisez le 7e livre de son Histoire naturelle, chapitre 3,
et ne me tarabustez plus l'entendement. Chapitre 8. Comment son nom fut donné à Gargantua et comment il buvait le vin. Le bonhomme Grangousier, buvant et rigolant avec les autres, entendit le cri horrible que son fils avait poussé en entrant dans la lumière de ce monde, alors qu'il bramait, demandant « À boire, à boire, à boire !» Alors il dit « Que grand tu as !» sous-entendu le gosier. En entendant cela, les assistants dirent que vraiment, il devait avoir pour cette raison le nom de Gargantua, puisque telle avait été la première parole de son père à sa naissance, à l'imitation et à l'exemple des anciens Hébreux. Ce à quoi condescendit Grangousier, et ce qui plut très bien à sa mère. Et pour l'apaiser, ils lui donnèrent à boire à tire-larigot, et il fut porté sur les fonds baptismaux et là baptisé, comme c'est la coutume des bons chrétiens. Et on lui réserva 17 913 vaches de Ponty et de Bréhémont pour l'allaiter ordinairement, car il n'était pas possible de trouver dans tout le pays une nourrice qui aurait pu lui suffire, vu la grande quantité de lait qui y était requise pour l'alimenter, tellement qu'aucun des docteurs scotistes n'aurait affirmé que sa mère devait l'allaiter et pouvait traire de ses mamelles 1402 pipes et 9 potées de lait à chaque fois, ce qui n'est pas vraisemblable. Et cette proposition a été déclarée scandaleuse par la Sorbonne, une offense pour les oreilles pieuses, et sentant un peu l'hérésie. Il resta dans cet état jusqu'à 1 an et 10 mois. Alors, sur le conseil des médecins, on commença à le porter, et une belle charrette à bœuf fut fabriquée par l'invention de Jean Deniau. Dans cette charrette, on le promenait par-ci, par-là, joyeusement, et il faisait bon le voir, car il portait une bonne trogne et avait presque 18 mentons, et il ne criait que bien peu. Mais il se conchiait à toute heure, car il était extraordinairement phlegmatique des fesses, tant de sa complexion naturelle que de la disposition accidentelle qui lui était advenue en absorbant trop de purée septembrale. Et ce n'était pas sans raison qu'il en buvait, car s'il arrivait qu'il fût dépité, courroucé, fâché ou mal ri, s'il trépignait, s'il pleurait, s'il criait, en lui apportant à boire, on le remettait dans son état naturel, et soudain, il redevenait calme et joyeux. Une de ses gouvernantes m'a dit, le jurant sur sa foi, que de ce fait il était si coutumier qu'au seul son des pintes et des flacons, il entrait en extase, comme s'il goûtait les joies du paradis. De sorte que, considérant cette complexion divine pour le réjouir au matin, elle faisait sonner devant lui des verres avec un couteau, ou des flacons avec leurs bouchons, ou des pintes avec leurs couvercles, auquel son il s'égayait. Il tressaillait lui-même, se berçait en dodelinant de la tête, tapotant des doigts et baritonnant du cul. Chapitre 8. Comment on vêtit Gargantua. Quand il eut atteint cet âge d'1 an et 10 mois, son père ordonna qu'on lui fît des habits à sa livrée, laquelle était blanche et bleue. On s'en occupa donc, et ils furent faits, taillés et cousus à la mode qui pour l'heure courait. Dans les anciens registres qui sont à la Chambre des comptes à Montsoreau, j'ai trouvé qu'il était vêtu de la façon suivante. Pour sa chemise furent utilisées 900 aunes de toile de châtellerault et 200 pour les renforts en forme de carré que l'on mit sous les aisselles. Et la chemise n'était pas froncée, car le fronçage des chemises n'a été inventé que depuis que les lingères, lorsque la pointe de leur aiguille était rompue, ont commencé à besogner du cul. Pour son pourpoint furent utilisées 813 aunes de satin blanc et pour les aiguillettes 1509 peaux et demi de chien. À cette époque, le monde commença à attacher les chausses au pourpoint et non pas le pourpoint aux chausses, car ce serait contre nature, comme l'a amplement déclaré Occam au sujet des exponibles de M. Haute-Chaussade. Pour ces chausses furent utilisées 1105 aunes, un tiers, d'un drap de laine blanche, et elles furent ajourées en forme de colonne, striées et crénelées sur l'arrière, afin de ne pas échauffer les reins. Et elles étaient doublées, au-dedans des jours, avec du damas bleu, tant qu'il en fallait. Et sachez qu'il avait de très belles jambes bien proportionnées au reste de sa stature. Pour la braguette furent utilisées 16 aunes un quart du même drap, et sa forme fut celle d'un arc-boutant. Elle était bien attachée joyeusement par 2 belles boucles d'or que tenaient 2 crochets d'émail avec, enchâssés dans chacun une grosse émeraude de la grosseur d'une orange. Car, ainsi que le disent Orpheus dans Libro de Lapidibus et Pline dans Libro Ultimo,
L'émeraude a une vertu érectile et secourable pour le membre naturel. L'ouverture de la braguette était de la longueur d'une canne et elle était ajourée comme les chausses avec du damas bleu flottant par devant. Mais voyant la belle broderie de fil d'or et les plaisants entrelacs d'orfèvrerie, garnis de fins diamants, de fins rubis, de fines turquoises, de fines émeraudes et de perles de Perse, vous l'auriez comparée à une belle corne d'abondance telle qu'on en voyait dans l'Antiquité et telle que celle que donna Rhea aux deux nymphes Adrastée et Ida, nourrices de Jupiter. Elle était toujours élégante, succulente, humide, toujours verdoyante, toujours fleurissante, toujours fructifiante, pleine de saveurs, pleine de fleurs, pleine de fruits, pleine de toutes sortes de délices. J'avoue, Dieu, si ce n'était pas beau de la voir. Mais je vous en expose bien davantage dans le livre que j'ai fait, de la dignité des braguettes. Simplement, je vous avertis que, si elle était bien longue et bien ample, elle était aussi bien garnie au-dedans et bien ravitaillée, elle ne ressemblait en rien aux braguettes hypocrites d'un tas de galants qui ne sont pleines que de vent, pour le grand dommage du sexe féminin. Pour ces souliers furent utilisés 406 aunes de velours bleu cramoisi, et ils furent ajourés délicatement en bandes parallèles jointes en cylindres uniformes. Pour leurs semelles furent employés 1100 peaux de vache brune taillées en queue de morue. Pour son manteau furent utilisés 1800 aunes de velours bleu traités pour être brillants, brodés sur les bords de belles branches de vigne et dans le milieu de pintes en canage d'argent, enchevêtrés de verges d'or, avec beaucoup de perles, montrant ainsi qu'il serait un bon vide peinte en son temps. Sa ceinture fut faite de 300 aunes et demie de serge de soie, moitié blanche et moitié bleue, si je ne m'abuse. Son épée ne fut pas de Valence, ni son poignard de Saragosse, car son père haïssait tous ces hidalgos ivrognes, infidèles comme des diables. Mais il eut une belle épée de bois et un poignard de cuir bouilli, peint et doré comme chacun souhaiterait les avoir. Sa bourse fut faite de la couille d'un éléphant que lui donna R. Pracontal, proconsul de Libye. Pour sa robe furent utilisées 9600 aunes moins de tiers de velours bleu comme pour le manteau. Elle était toute brodée d'or en figure diagonale, si bien que selon la perspective apparaissait une couleur changeante, telle qu'on la voit au cou des tourterelles, qui réjouissait merveilleusement les yeux des spectateurs. Pour son bonnet furent utilisées 302 aunes, un quart de velours blanc, et sa forme fut large et ronde à la taille de sa tête, car son père disait que ces bonnets de marane, faits comme une croûte de pâté, porteraient quelques jours préjudice au tondu. Sur son chapeau, il portait une belle grande plume bleue, prise à un pélican du pays d'Hyrcanie la sauvage, bien joliment inclinée vers l'oreille droite. Pour son enseigne, il avait, sur une plaque d'or pesant 68 marques, une gravure d'émail bien convenable sur laquelle on voyait un corps humain ayant 2 têtes tournées l'une vers l'autre, 4 bras, 4 pieds et 2 culs, ainsi que Platon décrit dans Symposio comment était la nature humaine à son commencement mystérieux, et autour il y avait écrit en lettres ioniques « La charité ne cherche pas son propre intérêt ». Pour porter au cou, il avait une chaîne d'or pesant 25 063 marques, faite de gros grains entre lesquels il y avait de gros jaspes verts gravés et taillés en forme de dragon, tout entourés de raies et d'étincelles, comme les portait jadis le roi Nécepsos. Elle descendait jusqu'au creux de l'estomac et toute sa vie il en eut le bénéfice tel que l'expliquent les médecins grecs. Pour ses gants furent mises en œuvre 16 peaux de lutin et 3 de loup-garou pour la bordure, et ils lui furent faits en accord avec l'ordonnance des kabbalistes de Saint-Louan. Pour ses bagues, son père voulut qu'il en portât pour renouveler le signe antique de noblesse, il eut, à l'index de la main gauche, un rubis gros comme un œuf d'autruche, enchâssé dans de l'or pur bien joliment. À l'annulaire de la même main, il eut une bague faite avec les 4 métaux assemblés de la plus merveilleuse façon que l'on ait jamais vue, sans que l'acier froisse l'or ni que l'argent écrase le cuivre. Le tout fut fait par le capitaine Chapuis et Alcofribas, son assistant. À l'annulaire de la main droite, il eut un anneau fait en forme de spirale, dans lequel était enchâssé un rubis en forme ronde, un rubis de forme ronde, un diamant en pointe et une émeraude du Phison de prix inestimable.
Hans Carvel, grand lapidaire du roi de Mélinde, les estimait à la valeur de 69 894 018 moutons à la grand laine, et les Fugger d'Augsbourg l'estimèrent au même montant.